On est à 16, ça dépend des définitions. 16, 10 à 8 personnes. C'est Donald Trump qui parle en direct sur une radio qui lui est acquise au moment même où il vient d'ordonner les frappes les plus massives de toute cette guerre contre l'Iran. Alors on peut se poser la question franchement, quand un président ne sait même plus combien de soldats américains sont morts sous ses ordres, à 2 unités près, est-ce qu'on devrait vraiment lui faire confiance sur l'ampleur de ce qu'il est en train de déclencher au Moyen-Orient? Parce que non, c'est pas juste une gaffe de plus, une de ces phrases maladroites qu'on oublie au bout de 2 jours. La version officielle, c'est que Donald Trump maîtrise la situation, qu'il a un plan, qu'il sait exactement où il va, sauf qu'au moment même où il annonce vouloir finir le travail avant l'ouverture des marchés lundi, il est incapable de dire si 10 à 8 soldats sont morts ou si c'est un autre chiffre. 2 questions se posent immédiatement et aucune des 2 n'a de réponse simple. Combien de personnes sont réellement mortes dans ce conflit, du côté américain comme du côté iranien? Et pourquoi cette guerre, censée durer quelques semaines, en est-elle à son 5e mois avec des frappes qui s'annoncent plus lourdes que jamais? Ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines minutes, c'est descendre 3 étages. D'abord, la surface, ce que CBS et le Wall Street Journal viennent de révéler sur ces frappes annoncées comme les plus massives depuis le début de la guerre. Ensuite, le mécanisme, comment un chiffre de victimes américaines peut littéralement changer selon le jour où le Pentagone décide de le publier. Et enfin, la conséquence. Ce que ça veut dire concrètement, quand un président évoque dans la même phrase des frappes sur des infrastructures énergétiques civiles et l'annexion du Groenland, comme si c'était 2 sujets de conversation équivalents. Et tenez-vous bien, parce que le premier fait, à lui seul, change complètement la lecture de tout ce qui va suivre. Le Pentagone a fait baisser le nombre officiel de morts américains, puis l'a fait remonter en changeant au passage le nom du programme sous lequel ces pertes sont comptabilisées. C'est pas une théorie, c'est écrit noir sur blanc dans les propres registres du ministère de la Défense. Reprenons depuis le début, parce que le calendrier ici est glaçant de précision. Vendredi, à Camp David, Donald Trump réunit son cabinet. D'après CBS News, qui cite plusieurs sources internes, la décision qui sort de cette réunion, c'est de lancer, avec Israël, ce qui est décrit comme la campagne de bombardement la plus lourde de toute la guerre. La cible n'est plus seulement militaire. CBS parle explicitement d'infrastructures énergétiques, centrales électriques, raffineries, ponts stratégiques. Le Wall Street Journal, le journal de Rupert Murdoch, pas franchement un repère de militants anti-Trump, confirme la même chose de son côté et précise que les frappes pourraient débuter dès ce week-end dans le but de forcer l'Iran à une reddition totale. Et voilà où ça devient intéressant. Trump veut que tout soit terminé avant l'ouverture des marchés lundi matin. Réfléchissez une seconde à ce que ça signifie. La variable qui détermine le calendrier d'une campagne militaire visant le réseau énergétique d'un pays de 90 millions d'habitants, ce n'est pas une évaluation de sécurité, ce n'est pas un objectif militaire précis, c'est l'heure d'ouverture de la bourse de New York. On bombarde des raffineries au rythme des marchés financiers. Difficile de trouver un résumé plus honnête de l'ordre des priorités dans cette administration. Ce sentiment que vous aviez en lisant ces gros titres, que quelque chose ne collait pas dans la manière dont c'était présenté, il était fondé. Parce que derrière la formule infrastructure énergétique, il y a une réalité beaucoup plus lourde. Les centrales électriques et les réseaux de raffinage ne sont pas des installations purement militaires. Ce sont des infrastructures civiles à double usage qui alimentent les hôpitaux, l'eau potable, le chauffage d'une population entière. Plusieurs spécialistes du droit international humanitaire, cités dans la presse internationale ces dernières semaines, soulignent que viser délibérément ce type de réseau, au-delà de cibles strictement militaires, entre dans une zone grise extrêmement dangereuse sur le plan légal. Ce n'est ni prouvé ni jugé à ce stade. Ça reste une question juridique ouverte et non une accusation tranchée. Mais c'est précisément le genre de question qu'un gouvernement responsable devrait se poser avant d'appuyer sur le bouton, pas après. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est une opération strictement militaire, calculée, avec un objectif final clair, et que le reste, c'est de l'agitation médiatique. C'est rassurant comme lecture, non? Sauf que non, parce que l'Iran, de son côté, ne reste pas les bras croisés en attendant que ça se passe. Téhéran a explicitement menacé de frapper fort au Qatar, au Koweït, en Jordanie, à Bahreïn et en Irak, 5 pays hôtes de bases américaines dans la région. 5 pays qui n'ont strictement rien demandé dans cette guerre. Et c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire.
L'Iran a également menacé de s'attaquer au câble Internet sous-marin qui passe sous le détroit d'Ormuz, cette voie d'eau stratégique qui contrôle une bonne partie du trafic énergétique mondial. D'après plusieurs médias spécialisés, dont CNN et Time, l'entreprise Alcatel Submarine Networks, l'un des plus gros installateurs mondiaux de câbles sous-marins, a déjà suspendu ses opérations de réparation dans la région par mesure de précaution. On parle ici d'un scénario où une décision prise à Camp David en un week-end pourrait ralentir des transactions bancaires et des services cloud sur 3 continents. Attendez, ce n'est plus une guerre régionale qu'on regarde de loin. C'est un point d'étranglement numérique mondial qu'on est en train d'armer méthodiquement. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que le président des États-Unis raconte à la radio ? Il enchaîne dans le même appel téléphonique sur l'Ukraine, sur les terres rares, sur le Venezuela et sur le Groenland, comme s'il faisait le tour de son courrier du matin. Ce n'est pas un accident de communication. C'est un schéma répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Plus la situation militaire se complique, plus Donald Trump multiplie les sujets annexes pour noyer le fil principal. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, dit le vieux dicton. Sauf que là, il ne s'agit même pas de vendre une peau d'ours, il s'agit de distribuer des territoires entiers dans une conversation informelle avec un animateur complaisant. Alors entrons dans le mécanisme, parce que c'est là que la partie la plus dérangeante de cette histoire commence vraiment. Rappelez-vous la phrase d'ouverture. Seize, 10 à 8, ça dépend des définitions. Cette phrase-là n'est pas sortie de nulle part. D'après plusieurs enquêtes journalistiques publiées ces dernières semaines, notamment par CNN et ABC News, le Pentagone a littéralement modifié à la baisse puis à la hausse le décompte officiel des soldats américains tués dans cette guerre. Le chiffre est d'abord descendu de 10 à 8 à 14 morts recensés. Puis, après des questions insistantes de sénateurs démocrates au sein de la Commission des Forces armées, le ministère de la Défense a fini par rétablir les 4 soldats retirés du décompte, tout en ajoutant plus de 600 blessés supplémentaires à la liste officielle. Et, au passage, discrètement, le nom même du programme sous lequel ces pertes sont enregistrées a changé, passant d'une appellation à une autre, ce qui a eu pour effet, pratique ou non, de faire redémarrer une bonne partie de la comptabilité officielle des morts et des blessés. Voilà le mécanisme. Ce n'est pas de la maladresse statistique. C'est un système où le nombre de morts américains devient une variable politique qu'on ajuste selon le calendrier des relations avec le Congrès. Le sentiment que vous aviez peut être en entendant Trump hésiter entre 6 et 10 à 8, c'était pas de la paranoïa, c'était un instinct correct. Le chiffre n'a jamais été stable parce qu'il n'était pas censé l'être. C'était pas une erreur de mémoire. C'était un aveu déguisé en approximation. Voilà l'insight moment numéro 1, et il ferme le premier fil de cette histoire, celui du chiffre. Mais accrochez-vous, parce que ce n'est même pas le plus gros morceau de l'histoire. Il y a un deuxième fil, presque invisible sous le premier, qui change complètement la portée de tout ce qu'on vient de voir. Celui de l'escalade, sans fin, sans objectif clairement défini, et sans limite apparente. Soyons honnêtes 2 secondes sur le meilleur argument en face. Parce qu'il existe. Et il faut lui reconnaître une vraie cohérence. Trump lui-même l'a formulé sans détour lors de cet appel radio. La raison pour laquelle il est entré dans ce conflit, dit-il, c'est que l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Et sur ce point précis, il n'est pas isolé. Empêcher un régime iranien sous tension d'acquérir une capacité nucléaire militaire, c'est une préoccupation de sécurité internationale partagée bien au-delà du camp Trump, documentée depuis des années par des agences de renseignement occidentales, y compris sous les administrations démocrates précédentes. Ce n'est pas un objectif inventé de toutes pièces pour justifier une guerre. Ce serait malhonnête de prétendre le contraire. Mais voilà justement où l'argument se fissure. Un objectif de non-prolifération nucléaire, aussi légitime soit-il, ne justifie pas automatiquement une campagne visant des centrales électriques, des raffineries et des ponts à l'échelle d'un pays entier. Il y a un monde entre frapper un site d'enrichissement d'uranium identifié et frapper le réseau énergétique civil dont dépendent des millions de personnes qui n'ont strictement aucun lien avec le programme nucléaire iranien. Trump lui-même, dans ce même appel, admet avoir élargi ses ambitions initiales. Il dit littéralement qu'il fait un travail bien plus gros que ce qu'il avait annoncé au départ, parce que, selon ses propres mots, s'arrêter à l'objectif militaire initial risquerait de laisser l'Iran reconstruire.
voilà le glissement, documenté dans sa propre bouche. On part d'un objectif défini et internationalement défendable, et on finit 5 mois plus tard avec une promesse d'anéantissement total du réseau énergétique d'un pays, calé sur l'horaire d'ouverture de Wall Street. Regardez bien ça, parce que c'est exactement le genre de détail qu'on ne vous montre jamais dans les résumés de 30 secondes des grandes chaînes. Si vous vous contentez des titres, ce glissement-là entre l'objectif affiché et l'ampleur réelle de la cible, vous ne le voyez jamais, et ce n'est pas un hasard de calendrier éditorial. Les chaînes conservatrices qui relaient ces informations sans creuser la question du droit international ne le font pas par simple paresse journalistique. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, sauf que là, personne, ni les Iraniens, ni les alliés régionaux des États-Unis, n'a de garantie sur rien. La Jordanie, le Koweït, le Bahreïn, l'Irak, le Qatar, 5 pays qui hébergent des bases américaines par accord de coopération, pas par choix de faire la guerre à l'Iran, se retrouvent en première ligne d'une riposte qu'ils n'ont jamais demandée. Petit rappel de contexte, sans reconstruire toute l'histoire ici, puisqu'elle mérite son propre traitement. Lors de cette même réunion à Camp David, Trump a affirmé, en énumérant les frappes iraniennes « bing, 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 bing », avoir neutralisé tous les missiles balistiques iraniens visant la base américaine de Mouafaq Salti en Jordanie. Or, les images satellites disponibles montrent l'inverse. Cette base, comme celle du Koweït, du Bahreïn, de l'Irak et du Qatar, a bel et bien été touchée, et durement. Un président qui annonce une victoire totale au moment même où les images prouvent le contraire, ce n'est pas un détail cosmétique, c'est un pattern qui traverse tout ce dossier. C'est là que le tableau change vraiment de dimension. Parce qu'on ne parle plus seulement d'un chiffre de perte contesté. On parle d'un président qui, en l'espace d'un seul appel radiophonique, minimise 10 à 8 morts américains en les comparant aux 50 000 morts du Vietnam, comme si le seuil de gravité d'une guerre se mesurait uniquement en comparaison avec la pire tragédie militaire du siècle dernier, qui revendique avoir réglé le Venezuela en 48 minutes, 0 perte, et qui, dans la foulée, plaisante sur le fait de parier que le Groenland tombera sous contrôle opérationnel américain avant la fin de son mandat. Ce n'est pas un échec de communication isolé. C'est une manière de faire, répétée assez souvent, pour révéler une logique, traiter des vies humaines, des territoires souverains et des infrastructures civiles étrangères comme des lignes sur un même tableau de bord de victoire personnelle. Cette manie de comparer chaque tragédie à une pire tragédie encore, ça a un nom, en gros, ça s'appelle déplacer le seuil de ce qui compte comme grave. Et pendant qu'on discute de seuil, l'Iran, de son côté, prépare très concrètement sa réponse, pas dans l'abstrait, mais avec des cibles précises annoncées publiquement. Le vrai problème, à mes yeux, dépasse largement la question de savoir si Trump a raison ou tort sur le nombre exact de morts américains. Le vrai problème, c'est qu'on a un chef des armées qui parle d'une guerre censée durer quelques jours, qui en est à son 5e mois, qui vient d'ordonner la campagne de bombardement la plus lourde du conflit sur des infrastructures civiles à double usage, et qui, au moment précis où on lui demande combien de temps ça va encore durer, répond en évoquant le Venezuela et le Groenland, plutôt que de donner une réponse. S'il n'a pas de réponse à donner, c'est peut être tout simplement qu'il n'en a pas. Voilà, l'insight moment numéro 2. Et c'est celui qui referme vraiment cette histoire à sa juste échelle. Cette guerre n'a jamais eu de ligne d'arrivée définie. Elle a seulement des dates qui reculent à chaque fois qu'on s'en approche. Revenez avec moi à la question du départ. On a commencé avec Donald Trump, en direct à la radio, incapable de dire avec certitude si 16 ou 10 à 8 soldats américains étaient morts sous ses ordres. Vous êtes venu pour comprendre pourquoi ce chiffre semblait aussi flou. Vous repartez avec la preuve que ce flou n'était pas un hasard. C'est le symptôme visible d'un système entier, où les frappes se calent sur l'horaire des marchés financiers, où le nom d'un programme militaire peut changer discrètement pour faire disparaître des morts d'un tableau Excel, et où l'annexion d'un territoire arctique se négocie sur le ton de la blague, dans le même souffle qu'un bombardement d'infrastructures civiles. Ce que je sentais depuis le début sur ce chiffre-là, c'était vrai, et c'est même pire que ça. Parce que le problème ne s'arrête pas au comptage des morts. Il s'étend à toute la logique de cette guerre, dans laquelle chaque escalade est justifiée après coup par l'escalade précédente. On pourrait comparer ça à cette vieille histoire de la grenouille plongée dans une eau qui chauffe doucement. À aucun moment elle ne saute hors de la marmite, parce qu'à chaque degré supplémentaire, la température lui semble encore supportable. C'est exactement la dynamique qu'on regarde depuis 5 mois.
Chaque nouvelle frappe, chaque nouveau chiffre révisé, chaque nouvelle menace régionale semble prise isolément gérable. Mise bout à bout, elle dessine une escalade que personne à Washington n'a jamais formellement autorisée dans son ensemble. Il ne faut pas non plus se raconter d'histoire sur la solidité du narratif officiel. Trump a d'abord promis que cette guerre durerait 4 à 5 semaines. On en est à 5 mois et les frappes qui viennent d'être annoncées sont présentées comme les plus lourdes depuis le début du conflit. Ça ne trompe personne. Quand la promesse initiale explose à ce point, ce n'est plus une question de mauvaise estimation, c'est une question de confiance qu'on ne devrait plus accorder aux annonces suivantes. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas seulement le sort d'un chiffre de victimes qui bouge selon les semaines. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est qu'un gouvernement qui traite ses propres morts comme une variable ajustable traite presque certainement les vies des civils iraniens, jordaniens, qatariens ou bahreïnis avec la même désinvolture comptable. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Les menaces iraniennes contre les câbles sous-marins ne sont pas retombées. Les bases dans 5 pays restent des cibles annoncées publiquement et personne, à ce stade, n'a présenté le moindre plan de sortie crédible. Et pendant que cette question reste sans réponse, ce sont les familles des soldats tombés, les habitants des villes iraniennes visées, les populations de 5 pays alliés, pris entre 2 feux qui absorbent le coût réel de cette escalade pendant que les porte-paroles officiels continuent, eux, de répéter que tout se déroule comme prévu, que les prix baissent, que la victoire est proche. On a même entendu Trump affirmer que les prix étaient en baisse générale, en pleine hausse des prix de l'énergie. Il gérait 3 casinos en même temps et les a tous menés à la faillite. Et aujourd'hui, il gère la politique étrangère des États-Unis à coups d'appels radio improvisés. Ça inspire une confiance folle, vraiment. Ce n'est pas fini. Ça devient même plus dangereux à partir de maintenant, parce que la prochaine phase de cette guerre, celle des infrastructures énergétiques civiles, vient tout juste de commencer au moment où cette vidéo est publiée. La question qu'on devrait tous se poser n'est plus de savoir combien de temps ça va encore durer, c'est de savoir qui, en dehors de Donald Trump lui-même, décide encore quand ça s'arrête. Si vous voulez qu'on continue à suivre cette guerre et ces vrais chiffres ensemble, au fur et à mesure que le Pentagone révise encore et encore ses propres registres, abonnez-vous à la chaîne. Et si cette analyse vous a été utile pour comprendre ce qui se cache derrière les gros titres, un like m'aide énormément à la faire connaître.